Ça y est, nous y voilà, l'hiver arrive, décembre est là, c'est le dernier mois de cette année 2023, période propice à l'introspection pour faire le bilan de l'année qui va s'achever. Pour certaines et certains d'entre nous, c'est aussi peut-être le moment où on réalise que trop de choses nous pèsent dans notre travail et qu'il faut réajuster des choses dans sa vie professionnelle car on ne se voit pas recommencer forcément une nouvelle année sans rien changer. Alors si vous êtes dans cette situation, je vous recommande plus que jamais le parcours chance parce que la vie est trop courte pour la perdre dans un travail qui ne fait plus de sens pour vous. Chance me soutient depuis longtemps et je dois dire que plus je travaille avec eux, plus je constate que leur démarche me passionne. Chance, c'est un bilan de compétences mais aussi une communauté d'entraide qui vous aide à mettre de la conscience dans votre vie professionnelle et à faire des choix qui vous ressemblent. En 3 mois, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs, trouver votre cohérence, renouer avec ce qui vous anime vraiment. En somme, vous allez redessiner les contours de votre travail avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. Et ce que j'aime particulièrement chez Chance, c'est la puissance de leur communauté qui incarne si bien le faire société qui est cher à mon cœur. Rejoindre Chance, c'est avoir accès à un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler, à vous ouvrir son réseau. Enfin, dernier détail non négligeable et qui devrait vous aider à sauter le pas, le parcours est 100% finançable grâce au CPF, votre compte personnel de formation. Alors, chers auditeurs, je vous invite à vous mettre en action. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller, échanger ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro avant la fin de l'année. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Dans un monde chamboulé, parfois bouleversant, il est souvent difficile de rester ancré, de trouver sereinement son chemin et d'avancer malgré les revers de la vie. Comédienne et chanteuse, parmi les personnalités préférées des Français, mon invitée d'aujourd'hui a vécu des épreuves, mais aussi de très belles rencontres qui l'ont amenée à poser un autre regard sur le monde. Et dans son nouvel ouvrage, Le présent est mon refuge, publié aux éditions XO, elle partage avec nous les découvertes qui l'ont mis sur le chemin d'une vie harmonieuse et porteuse de sens, avec au cœur la pratique de la méditation. Je suis absolument ravie de recevoir aujourd'hui et pour la première fois dans Métamorphose, Véronique Jeannot. Bonjour Véronique. Bonjour Anne. Alors, on se tutoie parce qu'on s'est déjà rencontrés. Mais oui, on se connaît depuis longtemps. C'est vrai que, voilà, on se connaît depuis longtemps, même si tu n'es pas encore venue dans Métamorphose. Et je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. C'est un début à tout et c'est une première. Voilà, c'est une première. Alors, ce magnifique ouvrage qui est cet événement de la fin là, 2023, quel élan, en fait, t'a poussé à écrire ce nouveau livre ? Je dirais c'est l'élan de vie, d'abord, tout simplement. Et puis, l'urgence, par contre, a été un petit peu générée par le Covid et parce qu'il a les traces épouvantables qu'il a laissées. Pas au niveau seulement de la santé, mais au niveau de la santé mentale, je dirais. Le fossé qu'il a créé entre les gens. Là où il y a eu des mouvements formidables de solidarité, on est retourné vers un individualisme absolument terrible et affligeant. Et c'est vrai que j'ai eu envie d'écrire sur le plus vite possible, en fait. Donc c'est vrai que tout d'un coup, je me suis vraiment mise à écrire, à rassembler toutes les notes que je prends finalement au long des mois, des années même. Parce que j'ai été profondément choquée par tout ce qui s'est passé, par ce qui s'est passé pendant et après. Et je trouve que déjà que la vie n'est pas forcément facile, l'accélération provoquée par cet épisode, on va dire cet épisode Covid, a été bouleversant et très négatif pour le monde.
Toi d'ailleurs, je ne sais pas comment tu as vécu cette pandémie. Est-ce que tu étais chez toi, confinée dans un lieu plutôt à l'extérieur? Moi, je fais partie des privilégiés parce que je vis à la campagne. Donc, passer le confinement à la campagne, au milieu des arbres, avec ma toutounette qui est avec nous dans le studio et quelques amis, c'était confortable. Et puis bon, moi j'ai un potager, j'ai des vendeurs de légumes pas loin, donc voilà, ça n'a pas été une contrainte pour moi. Mais je pouvais pas m'empêcher de penser à tous ceux pour qui c'était une contrainte, qui vivaient dans un petit appartement, ceux qui ont été obligés de prendre un chien pour pouvoir sortir et qui l'ont abandonné après, parce que malheureusement c'est une conscience que peu de personnes ont, et de ceux qui étaient dans d'autres endroits où il faisait très chaud, confinés. Ça a vraiment été compliqué pour plein de gens. Comment se nourrir aussi, cette prise d'assaut des lieux, comme les supermarchés, quand il a fallu faire des pleins. C'était la guerre, quoi. C'était un temps de guerre. C'est vrai que quand on t'entend parler, on sent chez toi la femme d'engagement aussi, la femme militante peut-être, même parfois. J'aimerais bien t'entendre, on sait que tu as créé une ONG, Graines des Possibles, que tu es quelqu'un de très engagé auprès de nombreuses associations et puis de diverses manières. Là, tu as ta chienne aussi qui est dans le studio de métamorphose. Tu aimes beaucoup la nature, évidemment. La nature, la cause animale. La cause animale, voilà. Quelle différence tu fais entre l'engagement et le militantisme, toi ? Est-ce que tu verrais... Je dirais que militant, il y a peut-être une forme de violence, entre guillemets, dans une façon de manifester son engagement. Voilà, si je pouvais mettre cette petite nuance. Engagé, c'est dans je dirais à chaque minute de sa vie, quelque part, on a le besoin de manifester cet engagement. Je pense il faut tous, à un moment, s'engager. Et aujourd'hui, plus que jamais. Et puis, c'est vrai qu'il y a des rencontres qui fait qu'à un moment, on sait où s'engager. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'engager. Parce que c'est un besoin et parce que c'est très positif au fond de soi de s'engager. Mais on ne sait pas forcément comment faire. Alors, il suffit quelquefois d'un exemple qui permet de mettre le pied à l'étrier. Mais c'est une balade que beaucoup de gens ont envie de faire, l'engagement. Parce que c'est une vraie aventure. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi d'ailleurs, de monter ton ONG, ton association ? Oui, ONG, tout d'un coup, c'est tout d'un coup, ça paraît grand. Oui, mais c'est le cas mon quand association, même. Ouais. C'est parce que j'ai découvert les enseignements bouddhistes. À un moment, je me suis demandé comment aider ce peuple, comment aider ces enfants. J'ai découvert Jetsun Pema. Alors, quand j'ai fait mon documentaire Dakini, le féminin de la sagesse, où j'ai eu une rencontre beaucoup plus profonde avec, je dirais, l'application des enseignements au jour le jour, en rencontrant ces femmes absolument magnifiques. Et là, en rentrant du tournage justement de mon documentaire, d'abord du premier voyage, je me suis dit comment faire. Donc il y a eu le tournage de ce documentaire où j'ai rencontré ces femmes absolument magnifiques et où j'ai dit mais comment aider encore plus ? Et c'est là que j'ai créé Graines d'avenir. Et c'est vrai qu'on a eu jusqu'à 850 enfants et personnes âgées parrainées. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 600, mais voilà, le Covid est passé par là. Malheureusement, ce ne sont pas les gens les plus fortunés qui aident. Ce sont les gens, souvent des gens simples et des gens, voilà, moyennement, oui, de conditions plus modestes. Voilà, de conditions plus modestes et forcément qui ont été frappés de plein fouet par le Covid et par des problèmes de société et de salaire et qui ont dû renoncer. Mais quand on a encore 600, grosso modo 650 personnes qui sont restées fidèles envers et contre tout, moi je dis que c'est déjà cadeau. Parce que c'est pas facile et c'est un vrai choix, une vraie démarche de la part de ces gens de rester avec nous et c'est formidable. C'est aussi un acte de confiance et un véritable engagement. Mais il y a autre chose tout à l'heure quand tu me disais qu'est-ce qui t'a poussé et qu'est-ce que tu as pensé quand le Covid est arrivé. J'ai beaucoup pensé aux enfants et aux femmes. Parce que c'était évident que dans ce système de confinement qui malheureusement a été établi pendant le moment du Covid, les femmes allaient souffrir.
des états, des humeurs des hommes et les enfants aussi, des humeurs des hommes, parce que malheureusement c'est quand même là que se passe le plus de violence. Et j'ai vraiment tout de suite pensé à ça. Et malheureusement, les chiffres ont été là. Et c'est quelque chose. Mais il faut vraiment être conscient de ça. Et il faut surtout, ce que je déplore aussi, c'est cet individualisme où on entend du bruit, on repère quelque chose, on n'est pas attentif à l'autre. On est attentif uniquement à ce qui se passe. Et si on a les yeux ouverts, les oreilles ouvertes et le cœur ouvert, je pense qu'il faut jamais oublier ça, parce qu'on peut aider. À tous les niveaux, on peut aider. Rien qu'en étant attentif à ce qui se passe. Parce qu'on peut alerter, plus important que soi, on peut alerter. C'est important d'alerter. Il y a des mouvements mis en place. Il y a des gens qui sont là pour écouter, pour répondre à l'alerte. Et il faut surtout pas oublier ça. C'est vrai que quand on t'entend, on sent une femme aussi très ancrée dans le présent, et le titre de ton livre porte très bien qui tu es, Le présent est mon refuge. C'est important pour toi de ne pas être en train forcément de toujours ressasser le passé, même si nous sommes faits de notre passé. Oui, mais ça ne veut pas dire le ressasser. Mais voilà. On est construit forcément par notre passé, je dirais pour le meilleur et pour le pire. Et donc il faut identifier aussi ce qu'il y a de meilleur et qui nous sert en positif dans notre présent, mais les choses négatives qui nous ont mal construit, qui nous ont fait du mal et qui sont malheureusement ancrées, et il faut arriver à larguer les amarres de ça. Il faut arriver à lever l'ancre du bateau fantôme. C'est quelque chose que tu as appris d'ailleurs, toi, ou qui est venu, ou qui était assez naturel dans ta personnalité? Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir une enfance extraordinaire. J'ai eu des parents qui m'ont désirée, qui m'ont aimée. Je suis née dans une ville magnifique qui est Annecy. J'ai fait du sport entouré des montagnes, de ski, l'hiver, du handball avec mes amis de l'école. Voilà, tout a été du bonheur dans mon enfance. Mais c'est pas pour autant que je sais que je suis toujours consciente du privilège que ça a été. Et je sais combien c'est important de vivre une enfance harmonieuse et aimée. Et malheureusement, c'est pas le lot de tous les enfants. C'est ça peut-être et je le sais par rapport à toutes les rencontres que j'ai faites, puis à l'attention que je porte à l'autre, tout simplement. Je vis pas dans ma tour d'ivoire. Hein. Non, ça se sent. Tu vis pas dans ta tour d'ivoire, et puis ensuite tu as croisé l'épreuve. Tu l'as relaté dans d'autres ouvrages, et puis évidemment publiquement aussi, qui t'a permis peut-être aussi de mettre en relief. À la fois, tu l'as traversé avec tout ce courage et beaucoup de. C'est vrai que il y a beaucoup d'admiration aussi du public par rapport à ton parcours, mais c'était ce socle d'amour qui t'a permis, tu crois, de traverser ça de cette manière-là, dont tu parlais, le socle d'amour aussi de ton enfance que tu as reçu. Forcément, parce que quand on a été aimé, c'est on est plus fort. Donc ça c'est évident. C'est une force que l'amour des parents donne. Mais ce qui m'a énormément aidée quand j'ai passé cette épreuve physique et morale, ça a été les enseignements, ça a été la découverte de la spiritualité. Ça a été c'est passé par le premier ouvrage qui était le prophète de Khalil Gibran, puis le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoche, les chemins de la sagesse, je dirais que mais aussi propos sur le bonheur d'Alain. Aussi, ça m'a vraiment appris à attraper le bonheur par la queue et à le tirer comme ça, voilà, parce que on sait pas toujours par où on l'attrape, le bonheur. J'aime assez cette image en fait, parce que il est quelquefois, on sait pas qu'il est là. Alors c'est un petit peu, on tire un bout de ficelle, on se dit ah tiens, et puis on se rend compte que c'est une pelote magnifique qu'on est en train de tirer en fait. Et mais il faut savoir le désirer vraiment. Il faut savoir aussi ce qu'on demande, parce qu'il y a des gens qui disent je voudrais être heureux. Alors si on lui dit ok, c'est quoi ton bonheur? Et le bonheur, on se rend compte que c'est quand même très évolutif. On n'a pas les mêmes besoins à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 80 ans. Il est totalement évolutif. Donc c'est un mot très vague. C'est pour ça que je parle plutôt, moi, du bien-être. Parce que ce bien-être, on le recherche en fait, et quand on s'ancre dans cette notion et cette envie de bien-être, on sent au fond de soi de quoi on a besoin au fur et à mesure.
Dans ta vie, oui, il y avait déjà la spiritualité dans ta famille, dans ton Mais terreau. quand j'ai parlé de l'épreuve et Oui. ça n'a pas été parce que souvent on m'a dit oui, en fait c'est une thérapie pour vous. Non, que ce soit ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours tenu à clarifier. Pour moi, quand j'ai parlé de ça, je devais avoir une 40aine d'années et en fait ça a été en revenant de mon documentaire. Et 45 ans, je sais plus quand, et où j'ai eu envie de mettre en lumière ces femmes magnifiques, empreintes de spiritualité et d'engagement justement envers l'autre, que j'ai dû finalement parler, parce que mon éditeur m'a dit, mais est-ce que finalement ton livre, tu veux parler des enseignements bouddhistes, mais pourquoi ? J'ai dit parce que c'est un outil merveilleux pour mieux vivre. Il me dit oui, mais encore. J'ai dit, mais encore, oui, mais pourquoi le bouddhisme ? Parce que je l'ai découvert à un moment de ma vie. Mais quel moment ? Et en parlant avec lui, je me suis dit, ok, il faut s'identifier. Les gens ont toujours besoin de s'identifier à quelqu'un qu'ils peuvent admirer, méconnaître, mais qui les a suivis, dont ils ont toujours eu l'image de santé, de beauté, de non-problème et tout. Et là, tout d'un coup, c'était une façon de dire, voilà. Et si ça m'est arrivé, ça vous arrive aussi. Et voilà, moi je m'en sors et voilà comment je m'en sors. Et vous regardez comment je m'en suis sortie. Et quel est mon regard sur la vie aujourd'hui. En fait, ça a été plus pour l'autre que je l'ai fait. Moi, c'était pas une thérapie. J'avais dépassé ça grâce justement à un chemin depuis longtemps. Donc je l'ai vraiment fait pour être pas un modèle, pas un message, une inspiration, Une peut-être ? inspiration. Oui, c'est ça qui me vient quand je t'entends. Oui. C'est vrai que la spiritualité, la question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que déjà dans ta jeunesse, il y avait ce terreau spirituel ou c'est vraiment quelque chose que tu as découvert ? Enfin, quelque chose, c'est difficile de parler de spiritualité en parlant de choses, mais en tout cas, est-ce que tu t'es spiritualisé, on pourrait le dire comme ça, sur le chemin, en découvrant d'autres cultures ? Oui. Bien sûr, d'autres cultures, donc des rencontres évidemment, d'ailleurs souvent de femmes empreintes de cette culture. Et puis j'ai toujours eu en moi, je crois aussi que je suis un peu douée pour le bonheur, parce que j'ai toujours été quelqu'un de plutôt joyeux, de plutôt regarder la moitié du verre plein que la moitié du verre vide, mais bon, c'est vrai que le verre de mon enfance, encore une fois, était très plein et que j'étais vraiment gâtée par la vie à plein d'égards. Mais la nature, par exemple, j'ai toujours adoré la nature. Mais je me rendais pas compte de ce que ça voulait dire et de combien était important cette communion en fait avec la nature. Après, j'ai vraiment appris à la découvrir, à la ressentir, et c'est devenu une richesse plus tard. C'est toujours pareil. C'est comme quand on croise des gens. On ne fait pas attention, mais du moment où on connaît même une personne dans une foule, tout d'un coup, tout est différent. C'est l'ignorance, évidemment, nous donne jamais un bon jugement. La connaissance permet d'affiner un jugement. On juge tout d'un coup complètement différemment, voire on ne juge plus. La connaissance permet d'évoluer complètement différemment. Donc c'est ça qu'il faut combattre, l'ignorance. C'est vrai que dans cet ouvrage, tu nous invites aussi à trouver une forme de paix à l'intérieur de soi, à travers, évidemment, on va en parler aussi longuement, de la méditation, mais à travers des choses simples, tu dis, comme par exemple le sourire est important. Et c'est vrai, quand on te voit, tu disais, j'ai une forme d'aptitude au bonheur. Je le rappelais en introduction, tu fais partie des personnalités préférées des Français, et ce depuis vraiment maintenant longtemps. Donc il y a vraiment cette reconnaissance de l'autre qui peut s'identifier à toi. Tu disais, on parle de modèle d'inspiration. Comme aussi cette forme de joie simple qui apportait du cœur finalement peut-être de chacun, quelles que soient les vicissitudes de la vie d'une certaine manière. Alors, à plus ou moins grande échelle, évidemment, on vit aussi des drames. Mais quand même, il y a une forme de paix qui peut être accessible comme ça pour toi plus facilement. Oui, je crois que j'arrive à communiquer ça, en fait, de paix joyeuse. Et je pense que les gens ont besoin de cette... de cet envoi-là, comme un petit message. Et ça, c'est vrai que ça passe par le sourire. Et ça change tout.
de donner un sourire à quelqu'un qu'on croise, mais qu'on ne le connaît pas, c'est pas grave. Moi, je souris aux gens que je croise. Je connais pas, je m'arrête et on parle. Je connais pas, je donne un sourire et je dis bonjour. Alors, c'est vrai, j'en parlais avec Jetsun Pema, justement, quand elle est arrivée en France, qui est la sœur cadette du Dalai Lama et présidente d'honneur de mon association et qui est une amie, une femme que j'admire, mais tellement profondément. Et elle me disait, mais quand je suis arrivée en France, en Occident, je souriais parce que ça fait partie de ma culture, de mon attitude. Et je voyais que les gens se disaient, mais on se connaît ou pourquoi elle me sourit? Et non, pourquoi? Maintenant, alors après, elle s'est un petit peu empêchée finalement d'avoir ce sourire qui était spontané. Et quel dommage! On la retrouve d'ailleurs dans ton ouvrage en photo, puisqu'il est illustré aussi. Oui, il y a plein de photos. J'ai eu envie de mettre des photos avec des gens qui ont croisé ma vie et que j'ai aimé, que j'ai apprécié, que j'ai reconnu et apprécié par leur talent, leur personnalité, ce qu'ils ont apporté dans ma vie, qu'ils soient connus ou pas, d'ailleurs. D'ailleurs, tu parlais du sourire, mais tu vois, quand on était hors antenne dans le studio de Métamorphose et qu'on s'installait, on parlait de ta chienne qui est avec nous alors qu'on enregistre, Sheila. Et tu disais, c'est vraiment un être joyeux, mais finalement à ton image d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'elle est souriante. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai que c'est une petite joie de vivre. Ouais. Les animaux peuvent nous apporter ça, ce réconfort, cette paix intérieure, ce sourire finalement. Bien sûr. Et puis cet amour. Oui. Parce que, tu sais, on parle de l'amour inconditionnel. Il y a peu d'hommes qui sont capables, peu d'humains qui sont capables de donner cet amour. Par contre, l'amour que donne un chien à son maître, c'est un amour inconditionnel. Et c'est ça, rien que ça, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que les animaux sont des maîtres. Vraiment. Et il suffit on dit, il leur manque la parole. Non, il nous manque à nous de se mettre à leur niveau pour essayer de les comprendre. Et toujours essayer de comprendre une parole différente de la nôtre. Rien que ça, c'est l'école de la sagesse. On retrouve aussi la femme passionnée par les chevaux dans ton ouvrage. Oui. Quel rapport as-tu avec cet animal? C'est un rapport, mais c'est pareil, j'essaie toujours d'établir la communication avec un animal, quel qu'il soit. J'ai fait l'expérience plusieurs fois avec des oiseaux. Ça a été absolument magique, avec des petits merles que j'avais récupérés tout bébé, mais ça a été une aventure. Ce que je dis à un moment, je dis ça, c'est mieux qu'un voyage en jet privé, parce que c'est un vrai voyage dans un autre temps, c'est l'espace. Et ce petit animal de l'espace qui a décidé de venir te rejoindre, toi, sur Terre, juste parce qu'il t'aime, parce qu'il s'est habitué à toi, c'est magique. Le cheval qui revient vers toi alors que le réflexe d'un cheval, c'est toujours de s'éloigner, mais parce que tu as établi ce contact avec lui, affectif, il vient. Et puis moi, j'ai approfondi le lien avec le cheval à travers l'équithérapie. J'ai écrit 2 scénarios sur l'équithérapie, parce que je trouve ça absolument extraordinaire. Et moi qui suis dans le monde du cheval depuis tellement d'années, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, je découvre ça, alors que je connais les chevaux depuis tellement longtemps. Donc c'est ce qui m'a poussée à écrire, pour faire connaître ça par des millions de gens, parce que il y a toujours des millions de téléspectateurs devant le programme, et c'est extraordinaire. L'énergie du cheval, ce qu'il peut arriver à faire par sa présence, par son énergie, par sa chaleur, tout ce qui se crée au niveau de l'équithérapie, quand l'équithérapie est en route, c'est absolument magique, aussi bien au niveau mental qu'au niveau physique. Parce que, alors on me disait, l'hypothérapie, c'est plus sur le côté physique, l'équithérapie, c'est plus sur le côté mental. Mais j'ai vu des cas incroyables au niveau dans l'autisme, par exemple, avec les chevaux. Sur la trisomie aussi, les enfants trisomiques n'ont pas de filtre, en fait. Et ils sont tellement sur une attitude, comme ça, spontanée, qu'il y avait quelqu'un qui avait des chevaux dans un pré, qui soignait justement des chevaux suite à des blessures de course. Il m'a dit, mais moi, le LAD qui m'aide à aller récupérer n'importe quel cheval au bout de n'importe quel pré, il est trisomique. Parce que n'importe quel cheval, il l'attrape.
comment on explique ça? Ce lien direct, il y a pas de, ça passe par là. Et c'est ça qu'il faudrait aussi avoir entre humains. Mais le mental qui est c'est pas un copain, le mental. Il faut pas confondre réfléchir et penser. On est tout le temps dans une pensée et on réfléchit souvent mal. Il y a un moyen de réflexion, mais c'est aussi la réflexion qui nous pousse à un moment justement à décider de lâcher ce mental. C'est des choses très très différentes. Il faut savoir équilibrer tout ça. Et pour savoir, il faut comprendre comment ça marche, comment on marche, comment on est tout le temps dans notre pensée. Le nous, et c'est quand on décide justement de méditer, donc de se poser, qu'on se dit mais ça n'arrête pas dans ma tête. Bah oui, mais là tout d'un coup on l'entend. En fait ça n'arrête jamais. Sauf que quand on décide de se poser, tout d'un coup on se rend compte que ça n'arrête jamais. Et on laisse ce calme petit à petit, petit à petit. Faut pas se dire ça va partir pouf d'un claquement de doigts, c'est pas vrai. Ça saurait. Non, c'est prendre l'habitude de se poser et à force ça se calme. Il faut un certain temps au début, mais c'est joyeux. C'est ça que j'ai essayé de faire comprendre dans mon livre, c'est que la méditation, en aucun cas, n'est contraignante. Elle peut être contraignante au début, mais rien n'est plus contraignant d'une façon générale que l'idée qu'on se fait des choses. C'est vrai. Quand on s'y met, c'est jamais aussi contraignant. C'est pareil pour la peur. Il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Et ça peut durer des semaines, il faut que je fasse. Puis tout d'un coup, on fait et on se dit, mais pourquoi je l'ai gardé dans ma tête? Pourquoi j'ai encombré mon disque dur aussi longtemps de quelque chose qu'il fallait que je fasse alors que c'était tellement simple de le faire tout de suite? Ça nourrit d'ailleurs la méditation, ton lien avec les animaux et inversement? Mais parce que moi, l'animal m'inspire ça. Parce que pour comprendre son compagnon, son animal, il faut passer du temps. Donc, il faut s'inscrire dans son espace de silence. Et donc, ça pousse forcément à méditer. Bien que ça, on s'oublie, on se branche sur lui. On arrête d'être sur soi. On se branche sur lui. Donc, sur une autre dimension et sur le silence, forcément. Oui. Quel lien tu as aujourd'hui avec la méditation, justement? Parce que tu as un long chemin maintenant avec la méditation, j'imagine. Oui, alors moi, je ne suis pas une très bonne élève. Mais pour autant, je l'ai fait pendant, évidemment, très longtemps. Et il y a des choses, au bout d'un moment, qui s'inscrivent tellement dans une vie que des choses qu'on apprend par la méditation se font automatiquement. Ça devient des réflexes. Ça engramme des choses absolument indispensables, comme la distance qu'on prend par rapport à des émotions. Par exemple, des émotions négatives, des émotions perverses, comme la colère, l'envie, tout. Tout de suite, on identifie la marâtre, je dirais, qui vient nous polluer de façon absolument stérile. Parce que les émotions négatives ne sont en aucun cas porteuses de quelque chose de positif qui permet d'évoluer joliment. Non. Par contre, il y a des émotions. Le bouddhisme ne prêche pas l'annihilement de l'émotion. C'est le lâcher prise par rapport à des émotions négatives. Mais l'émotion de l'amour, par exemple, de la compassion, c'est une émotion. Il n'y a rien de plus beau. La vie sans amour n'a aucun intérêt. Mais elle apprend justement à développer cet amour et ne pas le limiter à la notion basique qu'on peut avoir de l'amour couple. C'est tellement plus vaste. L'amour est tellement plus généreux et tellement plus vaste et inspirant. Quand tu parles justement d'émotions négatives, est-ce que dans un chemin de vie, finalement, ces émotions ne sont pas aussi quand même à accueillir au même titre que les autres, même si elles sont moins agréables d'une certaine manière, mais à les surfer, à les vivre et puis en prendre conscience en disant, bah voilà, effectivement, là, je me sens peut-être nostalgique. L'importance, c'est d'en prendre conscience. Et ça vient avec la méditation. L'habitude de prendre conscience de ces émotions. On les vit, elles sont là, mais on a une distance, c'est-à-dire qu'on ne devient pas l'émotion. Il y a des choses... Bon, le chagrin est une émotion qu'on ne peut pas éviter.
c'est là, et il faut vivre avec. La colère, c'est pareil, la colère, ça c'est une saloperie. Ça nous fait du mal, ça augmente le flux nerveux, vital, ça nous fait vraiment du mal, la colère. Mais elle a besoin de sortir. Donc elle sort, mais dès qu'on peut. Mais tout de suite, on l'identifie. Et on dit, ok, t'es là, mais je te préviens, je ne te garde pas près de moi. Je sais que t'es un squatteur, que je suis obligée pour le moment de te prendre dans ma poche, mais ma poche est percée, sache-le. Donc de toute façon, à un moment, tu vas partir. J'aime beaucoup la métaphore. Ouais. Effectivement. Il y a un mot que tu aimes beaucoup aussi, que tu viens de prononcer, tu en parles dans ton livre, qui est clé, qui est le mot conscience. Et tu dis que notre existence, finalement, découle de cette conscience. C'est un peu ce que tu viens de dire. Mais oui, mais bien sûr. Pour moi, le mot clé, c'est conscience. C'est vivre en conscience de ses pensées, de ses actes. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on fait de façon automatique qu'on est rarement en conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Il y a des trucs qui partent tout de suite. C'est comme des réflexes, mais c'est dangereux, tout ça. C'est très très important. Et il y aurait tellement moins de malentendus si on vivait plus en conscience. Ce serait quoi justement pour toi être conscient? Ce serait avoir ce petit point de vigilance, de s'arrêter, de regarder comment on est en train d'agir. Oui. Ça pourrait prendre quelle forme? Eh ben, ça pourrait par exemple prendre la forme d'une petite cloche sur son portable. Comme de toute façon on a notre portable tout le temps avec nous. Sauf exception, moi quelquefois je lâche, je boycotte, je pars dans ma campagne et je laisse mon portable. Oui, c'est ce que tu dis. Tu le dis d'ailleurs dans l'ouvrage. Oui. C'est une vraie prothèse, hein. C'est épouvantable. On est tout le temps avec le portable. Et si les gens ne peuvent pas te joindre, c'est comme si tu avais péché. Tu n'avais pas ton portable, tu n'as pas répondu dans la seconde. On est devenu esclave de ce truc-là. Donc sur le portable, moi, il y a un petit logiciel qui s'appelle Mindfulness Bell, que tu dois connaître, et qui fait qui est un très joli son. Non, je ne connaissais pas en fait. Tu connais pas? Non. Alors c'est génial. Moi, je l'ai vraiment utilisé. Là, en ce moment, je l'utilise pas, mais je l'ai vraiment utilisé pendant très longtemps. On le met sur son téléphone et ça peut être tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, toutes les heures, toutes les 2 heures. Tout d'un coup, tu as cette cloche qui sonne et c'est juste, ça t'interpelle pour te dire, t'es où là? À ce moment précis où je sonne, je te rappelle juste que tu dois faire attention à ce que tu es en train de faire. Où est ta pensée en ce moment? Où tu es? Juste, ça, arrête-toi. Où tu es, ce que tu fais, comment tu penses. Et c'est génial. C'est un petit truc, mais c'est très important. Ça aide bien. Ça, c'est le bouddhisme aussi t'a enseigné à être vraiment consciente comme ça au quotidien. Ah oui. Oui. Oui, ça c'est vraiment les enseignements. Oui. Oui. Bah, c'est les enseignements qui m'ont amené à la méditation. C'est la douleur et l'épreuve qui m'ont amené vers la spiritualité, parce que je dirais que les murs du quotidien étaient devenus beaucoup trop inintéressants et étroits et sans ouverture. Et c'est la spiritualité qui m'a ouvert les portes, bien sûr, d'une autre pensée, d'une vie différente. Parce que quand on pense différemment, on vit différemment. Et donc ça m'a amené aussi vers la découverte des enseignements, parce que c'est passé par le livre tibétain de la vie et de la mort. Je suis allée écouter les enseignements de Sogyal Rinpoché, qui même qui a été beaucoup décrié ces dernières années, pour des raisons évidentes que je peux évidemment comprendre et admettre, mais qui n'empêche pas que c'était un formidable maître, un enseignant. Et c'est pareil, le libre arbitre existe, et je suis contre la dévotion aveugle. Toujours avoir cette zone en soi de conscience. Voilà, pourquoi je me mets aussi en soumission. Hein, bien sûr. Par rapport à une situation, à une personne. Bien sûr. On sait que dans les... alors, je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de personnalité toxique et qu'il n'y a pas des choses qui sont condamnables, attention, mais c'est vrai qu'on sait que c'est aussi une forme de systémie entre 2 personnes, ou entre un système et une personne qui se mettent en place. Le bourreau trouve sa victime, etc. Eh oui. Est-ce que tu penses qu'on a un rôle à jouer sur Terre, que chacun vient... Alors moi, j'aime pas trop cette notion de mission de vie comme ça, mais en tout cas, une forme de... Oui, quand même, de vocation première, comme ça, de quelque chose qui... quand on le trouve, c'est un élan, presque ça nous possède, tellement on est en joie, en fait, de se mettre en mouvement pour ceci ou pour cela. Alors, moi, je pense qu'on est sur cette terre
pour ne jamais oublier qu'on est de passage. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce passage ? Déjà, on va justement identifier nos faiblesses et nos forces et essayer de combattre les faiblesses, de les renforcer et d'utiliser nos forces à bon escient. On a tous une mission, la première étant d'évoluer et de trouver comment évoluer, et on a tous ce que j'appelle notre part de colibri. Elle peut être petite et elle peut être grande, en fonction des opportunités qui nous sont données, des rencontres qu'on fait, de la façon dont on se développe, de l'intelligence qu'on peut avoir, de l'adaptabilité, mais on a tous quelque chose à faire. Et aimer est à la portée de chacun. Penser juste est à la portée de chacun, si on le décide. Tendre la main, sourire, est à la portée de chacun. Ça peut être tout simplement ça. C'est pas compliqué, ça. Après, aider les autres, c'est déjà plus compliqué. Mais un sourire, ça aide. Et quelquefois, on se rend même pas compte à quel point un sourire peut changer à un moment la journée de quelqu'un. Mais même tout simplement quand on traverse, le nombre de gens qui prennent un malin plaisir, parce que c'est le passage clouté, de traîner, de machin, et surtout de ne pas regarder la voiture qui les laisse passer. Moi, je traverse, ok, je suis sur un passage clouté, j'ai le droit de passer, mais je regarde l'automobiliste et je lui dis merci et un sourire. Ça me coûte quoi ? Rien. Simplement, l'autre existe. C'est pas parce qu'on est sur son chemin que l'autre n'existe pas sur l'autre chemin. Mais c'est aussi bête que ça. Oui, en plus, dans ton cas, il a double bonus parce qu'il se dit, tiens, il y a Véronique Jeannot qui m'a dit bonjour. Trop mais de la franchement, chance. mais moi je suis dans les deux cas, je suis Oui, bien tantôt sûr, piéton, tantôt. Et il suffit que la personne qui traverse dit merci ou un sourire, je suis content de l'avoir laissé passer. L'autre s'en fout et limite il nous fait un doigt d'honneur, mais on a envie d'accélérer et lui frôler les fesses. C'est pas, ça peut être tellement plus sympathique la vie en étant juste ensemble. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est qu'avant tout, on est ensemble. Et puis là, tu fais appel à une forme de civisme, de civilité. Mais tout simplement. Le vivre ensemble. Moi, je vis en Suisse. Les gens ne savent plus vivre ensemble. Alors, moi, je suis dans un pays où les gens vivent en Suisse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de civisme. Ah oui, oui. Il y a plus de civisme, c'est sûr. Alors, il y a aussi d'autres défauts. Hein. C'est un pays où il y a pas mal de délations, etc. Mais il y a du civisme. C'est vrai que c'est assez... Attends, tu crois qu'il n'y en a pas eu en France pendant le Covid ? Mais attends, quand en temps de guerre, il y avait un genre de milice et la délation, ça a été bon train. C'était terrible, terrible. Oui, je dis ça. C'est vrai que de toute façon, ce sont des caricatures un peu sur les pays. Après, on trouve de tout, effectivement, partout. Et il y a eu aussi beaucoup de délations en France, y compris dans notre histoire passée et pendant le Covid, mais aussi au temps des guerres. La France était quand même très, très divisée. Mais tu sais, quand on dit, par exemple, « Oui, mais alors, vous êtes bouddhiste », je dis « Mais je suis... En fait, la religion, le bouddhiste, parce que c'est avant tout une philosophie de vie pour moi. Et c'est ce qui m'intéresse là-dedans. C'est au-delà de toute religion. Parce que toutes les religions ont donné lieu à des drames, à des guerres, à des violences, à de l'incompréhension. Donc ça m'intéresse pas. Moi, aucune religion ne m'intéresse. La genèse des religions m'intéresse, mais elle a été tellement manipulée, dévoyée, que ça ne m'intéresse pas. Donc, appartenir à aucune religion, quelque part, ne m'intéresse pas. C'est ce que je dis, je suis chrétienne d'héritage, catholique d'héritage parental, chrétienne, d'une façon générale, parce que j'ai certainement mieux compris, je dirais, la parole du Christ quand j'ai approché les enseignements bouddhistes. Ils m'ont certainement été mieux expliqués que dans n'importe quel catéchisme ou dans n'importe quelle église, réellement. J'ai entendu un discours par les prêtres protestants, beaucoup plus proche, quelque part, de la spiritualité profonde qui me touche, vraiment que j'aime, dans des églises de culte protestant. J'ai rencontré des gens dans l'islam avec le soufisme absolument extraordinaire. Et c'est une branche de l'islam. Donc il ne faut pas un amalgame. Je dis que seule la spiritualité est importante. Spiritualité et religion, c'est comme un fruit. La peau, on s'en fiche, c'est pas ça qui nous nourrit. Ce qui nous nourrit, c'est le cœur. Le reste, ça peut être jeté ou oublié. Mais ne jamais oublier le cœur.
Tu me fais penser aussi, quand tu dis ça, à la liberté intérieure dont tu parles dans ton ouvrage versus la liberté extérieure. Tu as le sentiment aujourd'hui d'être plus ouverte, plus libre justement dans ton cœur. Voilà. Est-ce que ta vie t'a apporté une forme de liberté, une façon d'être au monde plus libre ? Oui, absolument. Et c'est marrant parce que je ressens de moins en moins de barrières avec les gens. C'est immédiat, une espèce de contact immédiat. Oui, une liberté d'être et joyeuse. Une liberté joyeuse d'être, en fait. En rencontrant l'autre, que je connaisse ou pas. C'est vrai, ouais. C'est aussi parce que tu t'es libérée de certaines peurs, parce que ça fait partie des thèmes de ton ouvrage. Hein. La peur peut être un poison, et en même temps, c'est le pire des poisons. Voilà, on fait tous face à la peur dans nos vies. Oui, mais alors, il faut... déjà, on emploie des mots, enfin, un mot pour plein de choses. Peur et crainte. Est-ce que tu entends plein de gens toute l'année? Oui, mais j'ai peur que si, j'ai peur que ça, j'ai peur que si. Alors que c'est souvent simplement le mot crainte qui devrait être adapté. La peur, ça peut nous sauver. En ayant peur, en tout cas jadis, c'était un mouvement tout d'un coup de notre organisme, une pulsion qui nous permettait de fuir et d'échapper à un danger, peut-être de survivre. Mais on a développé la peur de tout aujourd'hui. Et tout est fait quelque part dans cette société pour nous mettre cette chape au-dessus de la tête. On a toujours peur d'une nouvelle voie, peur d'une nouvelle loi, donc d'une nouvelle voie aussi. On a peur de l'avenir, on a peur pour nos enfants, on a peur de tout, en fait. On a peur d'une vie qu'on ne maîtrise plus. Parce que, alors aujourd'hui, moins qu'hier, encore parce que... non, on a peur aujourd'hui plus qu'hier, pardon. Parce que on maîtrise de moins en moins cette société. La peur naît de l'ignorance? Absolument. Oui. Absolument. C'est ce que je pense profondément. Oui. Tout à l'heure, je parlais que vaincre l'ignorance, c'est la première façon de vaincre la peur. Parce que c'est un poison, la peur. Elle nous fait... elle tue justement notre libre arbitre. Elle empêche de bien réfléchir. Elle nous empêche d'être conscients, réellement d'identifier les choses pour ce qu'elles sont. Donc on développe une espèce de peur finalement grandissante. On est dans un truc qui finalement nous envahit de plus en plus. Comme on ne maîtrise pas tous les nouveaux paradigmes aussi aujourd'hui, parce qu'on est quand même dans une bascule du monde. Moi, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. C'est pas une crise. C'est comme ça que l'appellent encore nos politiques, mais c'est faux cul. C'est pas vrai, c'est pas une crise, on ne reviendra jamais à la vie d'avant. C'est terminé. Quand on voit ne serait-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle, du métavers, de quoi on nous parle? De crise? Mais c'est pas vrai. On est dans un changement total de paradigme à tous les niveaux. Le monde bascule. Donc il faut s'adapter. Il ne faut pas se dire « Oh là là, j'aime pas ce monde ». Moi, je l'aime pas. C'est vrai, je l'aime pas, mais je fais avec. Donc il faut pas... on n'a pas le choix, on est dedans. Donc, il faut essayer de capter ce qu'il peut y avoir comme jolie chose, comme pratique, et puis essayer soit de se renforcer dans là où on peut continuer à exister. Et c'est justement par la méditation qu'on va trouver un chemin qui nous est propre, qu'on va trouver nos couleurs. Parce que je parle beaucoup de couleurs. On a chacun des couleurs qui nous sont propres, qui sont bonnes pour nous. L'accueil, par exemple, de l'impermanence, se dire que, ben voilà, j'aimais peut-être mieux, entre guillemets, le monde d'avant, mais c'est impermanent, le monde d'avant n'est plus. Ça peut vraiment nous aider. En tout cas, toi, ça t'a aidé dans ton chemin. Ben bien sûr, c'est des grandes notions qu'il faut avoir à l'esprit en permanence. Au moment tout instant qu'on vit, on est dans l'impermanence. Une minute après, selon la personne qu'on vient de croiser, le pied qu'on vient de poser, on peut être tout d'un coup, se retrouver avec une jambe cassée ou une cheville tordue. C'est aussi bête que ça. Mais c'est une image. Mais tout est impermanent. Tout état est impermanent. Mais justement, la méditation permet, par exemple, de garder une stabilité plus grande dans un état de sérénité, dans un état de joie. Par exemple. Mais c'est vrai que l'impermanent, on ne peut pas se reposer sur quelque chose parce que ça peut changer avec
tellement peu de facteurs. Donc, l'impermanence et le lâcher-prise, pour moi, c'est deux notions, mais je dirais impermanence, lâcher-prise, interdépendance. Je dirais que c'est les trois choses qui régissent qui sont à ma pensée. Je rajouterais peut-être autre chose, en tout cas en te lisant, c'est aussi cette capacité à s'émerveiller. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais bien sûr. Je ne sais plus comment s'appelait ce monsieur qui avait écrit « Indignez-vous », mais moi je dis « émerveillez-vous ». Oui, Stéphane Hessel. Stéphane Hessel. Oui. Parce que s'émerveiller, c'est le propre de l'enfant. Et autant quand on parle de l'innocence des enfants, moi, je ne suis pas trop d'accord. Parce que très vite, l'enfant n'est plus innocent. L'enfant qui vient de naître, oui. Mais très, très vite, l'enfant n'est plus innocent. Parce qu'il apprend... Très, très vite, il a des réflexes de manipulation. Il identifie très bien son monde et il sait très vite mentir. Comment arriver à ses fins. Donc là, on n'est plus dans l'innocence. On est très vite dans la manipulation. Mais par contre, l'émerveillement, ça, c'est... Et l'émerveillement, le regard d'un enfant qui découvre tout le temps la vie, c'est quelque chose. Et moi, c'est vrai que j'ai cette faculté-là, et c'est une chance. Je m'émerveille plusieurs fois de suite sur quelque chose que je connais déjà, mais à chaque fois, j'ai l'impression de le redécouvrir, parce que je vois encore autre chose. Et c'est tellement bon de s'émerveiller. Mais pareil, plus on est curieux, plus on découvre encore autre chose. Et donc, on découvre aussi une autre raison de s'émerveiller. Là, par exemple, dans ton livre, j'aime beaucoup cette histoire avec le pigeon, parce qu'elle pourrait sembler anecdotique. L'accueil du pigeon. Et en fait, on voit tout ton regard émerveillé, justement. Tu as envie de nous la conter, comme ça? C'est presque un conte. Ah oui, mon pigeon que j'ai récupéré pendant le tournage de Demain nous appartient. C'est extraordinaire. Il y a les goélands là-bas. Alors ça, par contre, c'est une tannée, les goélands. Quand on les voit voler au loin, c'est beau. Mais en fait, ils sont tellement protégés qu'ils se multiplient. Et moi, j'ai vu des goélands venir voler le steak dans une assiette dans un restaurant et embarquer le steak. Si on passe près dans l'endroit où il y a des nids, mais ils attaquent carrément. C'est dangereux, les goélands. C'est des sales bêtes, les goélands. Et là, il y avait... ils fondent sur les bébés chats, ils en fondent sur les bébés pigeons. C'est vraiment des prédateurs terribles. Et là, je vois un jeune pigeon dans le bec d'un goéland. Je me dis, il a chopé un pigeon. À ce moment-là, je vois l'aile du pigeon battre. Donc je me dis, il est vivant. Donc je cours après le goéland parce qu'il avait ce pigeon qui pesait un certain poids. Il n'arrivait pas à s'envoler avec le pigeon. Et je le cours, c'est fini par lâcher le pigeon. Et le pigeon, il se réfugie sous les voitures qui passent sur une rue principale de Sète, voilà, en train d'arrêter les voitures pour essayer de faire un signe, avancer pour récupérer le pigeon que j'embarque dans ma chambre et que je mets dans une boîte. Il était en pleine forme, mais il boitait. Donc je me suis dit, est-ce que c'est son aile qui a été chopée par le goéland ou sa patte? Donc je soigne mon pigeon pendant une semaine. Et puis le temps est venu de quitter le set. Et je me dis, bon, si je le laisse ici, c'est pas possible parce que je ne sais même pas encore s'il peut voler ou quoi que ce soit. Et le problème va recommencer. Donc je l'emmène dans ma campagne. Et un pigeon, c'est loin d'être con, un pigeon. Et il a très vite repéré l'endroit où je le mettais, que c'était pas une cage, mais que c'était un endroit pour le protéger. Donc il a repéré son nid très vite. Dès le deuxième jour, il y retournait tout seul. Il avait compris que moi, le matin, j'ouvrais et qu'il partait comme il voulait. Et un beau jour, je l'ai vu s'envoler, mais pas très loin, mais quelques mètres. Et j'avais une amie qui était là avec moi, qui m'a dit, mais t'as vu, il va mieux? Je dis oui. Alors, attendons encore quelques jours. Et puis là-dessus, je vais à la piscine. Et mon amie me dit, mais regarde sur le toit. Et en fait, Pilou, je l'avais appelé Pilou, et avait vraiment réussi à s'envoler. Il était guéri et il me suivait de partout où j'allais. Et un beau jour, il vient près de moi comme ça, et puis il commence à picorer avec son bec sur mes jambes. Et je comprends qu'il avait faim. Mais sauf que je lui dis, non mon pote, maintenant moi j'étais là. Ma mission, ça a été de t'apprendre à voler. C'est pas de t'apprendre à manger. Je t'ai nourri tant que tu savais pas voler. Maintenant tu sais voler, tu dois voler. T'es un oiseau, tu dois voler. Et en volant, tu te nourriras. Et comme s'il m'avait entendu et compris, il s'est mis devant moi comme ça, je l'ai vu s'installer et tout. Et tout d'un coup, il est parti. Et je ne l'ai plus revu, croyais-je. Oui. Une semaine après, je pars à Sète, je l'ai tournée, et je vois une fontaine où il y avait plein de pigeons. Et c'est très étrange parce que tout se ressemble jusqu'au jour où on crée le lien avec une personne.
dans toute cette masse qui se ressemble. Et à un moment, je vois un pigeon et je dis, oh, c'est marrant, ça pourrait être mon Pilou, parce qu'il avait... je l'aurais croisé 2 mois avant, ça aurait été un pigeon parmi d'autres. Mais là, j'ai comme reconnu mon Pilou. Et je regarde, et à ce moment-là, il se met en marche. Et c'était Pilou. Il boitait. Et de la même façon, c'était Pilou, qui en fait était le pigeon voyageur. Parce que le pigeon, les pigeons voyageurs, c'était jamais qu'un pigeon qui a été éduqué à ça. Il était revenu sur son lieu de naissance. Il avait parcouru une sacrée distance, en fait. Incroyable. Oui. Incroyable. C'était 3h30 en voiture pour aller où était ma maison, mais lui, ça a dû lui prendre, je sais pas combien, comme on dit à vol d'oiseau, je sais pas combien de temps, mais il a dû faire des stops, des escales. Quand je dis une semaine, c'était peut-être plutôt 2 semaines, 2 semaines après, ou peut-être même un petit peu plus. Mais c'était lui, c'est sûr. Oh, c'est fou. Et du coup, et ça m'est revenu ces anecdotes sur ces pigeons voyageurs pendant la guerre qui ont sauvé des centaines de soldats, qui ont été incroyables et qui avaient un matricule comme les soldats, qui ont eu aussi leur monument, leur sculpture. Ça, je savais pas avant. C'est un ami à moi qui m'a raconté tout ça. Extraordinaire. Ouais, c'est assez. Et là, on voit bien ta capacité vraiment à s'émerveiller, voilà, de petites choses comme ça, parce que. Ah mais oui, moi c'était magique. Ouais, c'était cette histoire, l'histoire de Pilou. Voilà, oui, l'histoire de Pilou qui devient célèbre. En tout cas, dans ces histoires un peu merveilleuses. Mais mes petits merles aussi, que j'avais récupéré tout bébé, avec une petite, juste encore quelques plumes, et que j'ai nourri, à qui j'ai appris à aller manger en fait dans la nature, parce que j'ai fait un peu le rôle de leur mère, et qui revenaient, qui étaient en totale liberté, et que je sifflais, et qui revenaient de leur arbre, et qui venaient chercher leurs petits asticots en battant des ailes comme ça, et qui restaient près de moi. Pour moi, c'est des moments de joie. En fait, s'émerveiller, c'est un facteur de joie dingue. Les arbres aussi, puisque tu as cité l'arbre, les merles qui revenaient des arbres, sont un peu des maîtres aussi pour toi, la forêt. Ah oui. On sent que tu as un lien très fusionnel avec les arbres, avec la nature d'une façon générale. Oui. Mais les arbres, c'est magique. Et quand on lit le fameux livre La vie secrète des arbres, on regarde plus jamais les arbres de la même façon. Ils ont leur vie, ils ont leur façon de communiquer, ils ont leur loi, leur énergie. Et c'est vrai que c'est quand on décide d'essayer de se mettre sur la fréquence de l'arbre, en fait c'est ça la vie, c'est se mettre sur la fréquence de l'autre. Et l'arbre est vivant. Donc tout est vivant en fait dans la nature. Et moi, j'adore me mettre contre un arbre et méditer contre un arbre. C'est extraordinaire, ces moments où on se met le dos à l'arbre et on se met dans son silence et sur sa fréquence et les deux fréquences s'harmonisent. Et pour moi, c'est des moments formidables, tout simplement. D'autres fréquences que tu aimes, c'est le chant. Mais ça entraîne la connaissance, amène le respect. Et le respect de tout. On revient sur l'ignorance et la connaissance. Exactement, exactement. J'en ai parlé aussi dans un épisode de Métamorphose avec Boris Cyrulnik. Il a beaucoup parlé de ça, de la connaissance, effectivement. Ah bah oui. Quel merveilleux personnage, Boris Cyrulnik. Et quelle humilité. Oui, c'est vrai. Je te parlais de la musique et du chant, parce que tu parlais des harmonies, être en harmonie avec l'arbre et la nature et le vivant. Mais ça passe aussi effectivement par l'art d'une manière générale, mais en particulier le chant. Tu es aussi chanteuse. Alors tu dis, moi je chante, je chante pas mal, je suis chanteuse, mais je ne suis pas... Non, je suis pas chanteuse comme peut l'être, je ne sais pas... à Calas ou... Oui, mais même sans aller Calas. C'est marrant comme Zazie, Liane Folly... Camille Lelouch, Camille Lelouch, c'est quelqu'un qui m'émeut beaucoup et qui, je trouve, qui est une artiste formidable. Enfin, je peux pas énumérer toute la chanson française, France Gall, Véronique Sanson. Je suis pas chanteuse comme ça. Moi, j'ai un grain de voix et une émotion que je peux mettre dans les chansons, mais je suis pas chanteuse. Alors c'est marrant parce que on m'a proposé au moment où je dis ça, on me propose de faire une tournée avec quelques galas, avec un spectacle qui s'appelle Hit 80, et je vais faire au mois de mai des zéniths. Alors,
ça va être le baptême du feu. Je vais chanter Aviateur, Désir, Désir, la générique de Pause Café peut-être. Voilà, mais c'est histoire de je pense que ça doit être extraordinaire d'avoir un public devant soi qui connaît les chansons, qui est là avec toi. Je pense que ça doit être génial. Ouais, ça doit être galvanisant, ça, c'est sûr. Et ce que tu dis justement avec le chant, qui est moins le cas avec la comédie, même si on peut jouer tout seul dans sa cuisine, mais le chant, en fait, c'est un peu comme... Mais c'est une forme d'expression. Voilà, à tout moment, n'importe où, on peut l'exprimer. N'importe où. Voilà. Même si tu chantes dans ta tête, c'est important. Même si tu ne sors pas dans ta voix, parce que, par exemple, t'es dans le métro, t'es dans le bus, t'es dans ta voiture avec quelqu'un, je sais pas, n'importe où que tu sois, tu peux pas forcément chanter. Mais qu'est-ce qui t'empêche de chanter dans ta tête ? Et puis tu peux aussi écouter de la musique. On peut aussi très facilement. Mais tu peux chanter dans ta tête. Ouais. Et les notes, ils sont. Et ce que ça induit de chanter dans ta tête, c'est ça qui est important. Parce que c'est joyeux, encore une fois. Et je trouve qu'il faut saisir toutes les occasions de se donner de la joie. Parce que il y a pas beaucoup de facteurs de joie. Donc, il faut toute petite miette et bonne à prendre. La musique ouvre les cœurs ? Évidemment. Évidemment, ça ouvre les cœurs et c'est un facteur justement de rencontre. Mais c'est vrai que je prêcherais plus pour un concert que pour un match de foot, parce que il y a pas de, c'est une envie, c'est un amour de la musique, mais il n'y a pas cette passion sectaire qui peut être induite dans un match de foot, par exemple, où les gens peuvent se foutre sur la gueule sous prétexte qu'ils supportent une équipe plus que l'autre. Je trouve ça, mais alors ça, franchement, je trouve ça terrible. Bon, dans les concerts, il n'y a pas ça. Tout le monde va dans le même sens. Non, tout le monde dans le même sens, dans l'amour de la musique ou du chanteur qu'on vient voir. D'ailleurs, toi, tu as véhiculé de l'amour, hein, parce que tu as chanté des berceuses pour des enfants. Alors oui, j'ai chanté, j'ai eu envie, en fait, c'est un disque, j'en ai chanté dans Tout doux, c'était des comptines, mais le dernier que j'ai sorti, c'était Rêve. Et je l'ai fait, c'est une autoproduction, c'était quelque chose que j'avais envie de faire et que j'ai écrit pendant le Covid, où on a tellement manqué d'amour et tellement manqué de mots d'amour. J'ai eu envie, alors c'est pas des chansons, ça n'a rien à voir avec des comptines. Je sais pas, c'est des chansons pour enfants. Je dirais que j'ai mis dans ces chansons peut-être tout l'amour qu'on a envie de dire à un enfant, mais peut-être aussi tout l'amour qu'on a envie de dire à un cœur d'enfant. Et je pense qu'on a tous un cœur, on a tous gardé son cœur d'enfant. Alors parce que j'ai tellement d'amis qui ont écouté ces chansons qui m'ont dit mais attends, mais c'est pas seulement pour les enfants ton disque. Moi ça me fait un bien. Et je pense que on a tous besoin d'écouter de l'amour et que ce disque Rêve, c'est que de l'amour. Et c'est des mélodies absolument formidables. C'est au départ des berceuses et qui ont été, en fait, la mélodie de base reste et elles ont été adaptées, transformées par un jeune musicien formidable qui s'appelle Théodore Erestov. Et je dois dire que j'adore ce disque. Mais malheureusement, je l'ai pas diffusé beaucoup, donc on le commande quand on le sait sur mon site. Sur véroniquejeannot.com qu'on peut l'avoir. Peut-être si tu es d'accord, pour nos auditrices et nos auditeurs, de nous prêter comme ça une chanson pour mettre à la fin de cette interview. Oui, bien sûr. Comme on s'approche des festivités de fin d'année, de Noël, ça serait, je trouve, peut-être un joli clin d'œil à cette œuvre. Et quand je pense à l'enfance et au cœur, et je pense forcément aux mamans souvent qui chantent à leurs enfants, est-ce que ta maman avec qui tu dis dans le livre, tu étais très fusionnelle, qui a quitté ce monde maintenant, te chantait justement comme ça, ou te lisait des comptines ou des histoires? Alors, maman, elle chantait, elle chantait très bien, elle chantait très juste, mais elle me chantait souvent une chanson quand j'avais fait une bêtise, qui était plutôt une façon un peu de me dire... c'était un peu une punition. Ah oui, c'est pas tout à fait pareil. Parce que c'était les roses blanches. J'ai pris ces roses blanches pour aller voir maman. Et sa maman qui est morte.
Donc moi, j'adorais ma mère et ça me rendait d'une tristesse. Et donc c'était pas terrible ce qu'elle me faisait. Oui, c'était dur quand même. Hein. C'était une façon de me punir. Et je me souviens plus tellement en fait des chansons qu'elle elle chantait pas des choses gaies en fait, maman. Elle chantait pas des choses gaies quand je remonte. Mais elle chantait pour elle chantait plus tard en fait, plus tard. Et papa aussi chantait. Il chantait aussi. Oui, j'ai des parents qui chantaient, qui aimaient chanter. Et mon frère aussi, qui avait une très belle voix. Alors lui chantait Elvis Presley. C'était autre chose, mais il chantait très très bien. Et ta fille chante aussi? Alors ma fille, elle chantait quand elle était toute petite. Elle chantait en fait quand elle était au Tibet. Et elle adore la musique. Elle adore la musique. On sent, comme ça en filigrane dans ton livre, que tu es intéressée aussi par les femmes à travers le documentaire que tu as fait. Tu parles de la relation avec ta maman, là, dont tu parlais à l'instant, et puis de ta fille. C'est ligné du féminin. Hormis ça, maman, quand tu me parlais tout à l'heure de spiritualité, maman était médium. Elle était psychographo-médium, donc et graphologue. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été ouvert sur la dimension de l'autre et la recherche de la connaissance. Et le lien avec l'invisible bien aussi. sûr. Ouais. Et c'est elle aussi qui m'a ouvert sur les médecines intégratives, parallèles, les médecines douces, évidemment. Donc c'est quelqu'un qui a eu une énorme influence dans ma vie, et sur l'écriture aussi, parce qu'elle écrivait merveilleusement bien. Pardon, je reprends, parce que tout d'un coup, je repense à d'autres questions où j'ai pas répondu pleinement. Et si maman me punissait un peu comme ça, elle m'a apporté tellement de merveilleuses choses dans ma vie que je ne peux pas me limiter à ça en parlant d'elle, loin de là. D'ailleurs, tu disais que quand tu écrivais, tu aimais bien avoir son avis sur ce qu'elle allait penser de ton écriture. Hein. Bien sûr. Ouais. Et puis, elle était aussi ma mémoire. Maman avait une mémoire phénoménale et un imaginaire hors du commun aussi. Qu'on retrouve aussi chez toi. Mais dans justement cette lignée du féminin, on sent qu'elle est importante dans la transmission à la fois de ce que tu as reçu de ta mère et ce que tu transmets aujourd'hui à ta fille. Puis tu as fait un documentaire sur le féminin. C'est important de prendre conscience de nos lignées comme ça, de femmes. Oui, c'est important. C'est important, et puis aussi de voir aussi ce que tu n'as pas envie de reproduire. Ce que tu as envie de reproduire et ce que tu n'as pas envie de reproduire. Mais forcément, on est influencé par son modèle féminin, par le modèle masculin aussi qu'on a eu du père. Et je pense que les êtres avancent souvent de façon bancale par rapport à cette première chaotique approche, même, tu dis, hein. Chaotique parfois. Oui. Mais mais le chaotique, il faut prendre conscience qu'on est des êtres chaotiques. Et ça veut pas dire que c'est forcément le bordel dans notre tête, mais le chaos, c'est ces mouvements tout d'un coup, même si, tu sais, c'est ça le mouvement, c'est le principe du chaos. On lâche deux boules en même temps, mais à un moment, on les lâche pourtant en même temps, mais on a l'impression que c'est en même temps. Mais à un millième de seconde près, au bout de quelques secondes, tout d'un coup, une minute, paf, ça devient, et ça part n'importe comment. C'est bien parti, puis tout d'un coup, ça devient chaotique. Mais du chaos qu'on vit, il y a toujours quelque chose qui va sortir. C'est comme on dit que le vide n'est pas vide, le vide est incroyablement plein de toutes les solutions. Il y en a une qui va sortir de tout ça. Et on est des êtres chaotiques parce qu'on part gauche, droite, machin, on n'est pas sur une ligne comme ça. Et je trouve que c'est plutôt bien, et d'en être conscient. Ça fait partie de nous, et c'est pas négatif. Nietzsche disait, il faut du chaos en nous pour accoucher d'une étoile qui danse. Parce qu'on passe par plein de solutions, il y a à droite, à gauche, en haut, en bas et tout, parce que c'est toutes les hésitations et les questions qu'on peut se poser sur une vie d'humain, et tout d'un coup, notre solution arrive. C'est ça. Alors, solution, et d'ailleurs, tu nous alertes un peu sur le fait d'être attentif aux synchronicités, aussi typiquement, en disant, si on veut... Encore une fois, être conscient, c'est être à l'écoute, être ouvert dans ce qu'on vit, avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, être attentif. Et là, on attrape les synchronicités, on voit les signes. On arrive c'est merveilleux. On arrive, hélas, à la fin de cette émission, Véronique Jeannot. On a passé une heure merveilleuse. On se rend pas compte. Le temps passe quand on parle de choses qui nous tiennent à cœur. Il y a tant d'autres sujets aussi dans ton livre, mais les lecteurs et les lectrices découvriront. Hein. Tu parles aussi d'une médecine où
où tu déplores un peu qu'on ne sache pas se servir du « et », c'est-à-dire qu'on peut avoir et une médecine intégrative avec un certain nombre de médecines douces, la phytothérapie, etc., et une médecine allopathique très fonctionnelle. Mais même dans des cas de cancer, tu peux parfois ne pas pouvoir éviter la chimiothérapie, par exemple. Mais si la chimiothérapie est accompagnée de séances d'acupuncture, la radiothérapie, de séances de magnétisme et d'acupuncture, tu ne vis pas ta chimio du tout de la même façon. Et moi, je dis que n'importe quel oncologue devrait forcément, ça devrait faire partie du programme, d'avoir des séances d'acupuncture et de magnétisme en même temps. C'est ça. Donc on peut découvrir aussi tout ça dans ton livre et puis plein d'autres sujets. Tu nous parles aussi de l'énergie en parlant de certains personnages. Je pense à Nikola Tesla, etc. Oui, oui, je parle de plein de choses parce que voilà, en fait, je pense que mon livre c'est le reflet de ce que je suis. C'est-à-dire quelqu'un de curieux et qui découvre, parce que j'ai la chance de pouvoir bouger, voyager, d'avoir beaucoup de liberté d'être et de rencontrer des gens formidables. Et comme je suis curieuse, j'approfondis. Et je me dis, mais c'est tellement génial ce que je viens de découvrir, ce que je viens de comprendre, il faut que je le partage. Parce que, voilà. Et donc, en fait, mon livre, je crois que c'est vraiment un partage à plein de niveaux. Ce que j'ai pu comprendre, découvrir, et que j'ai envie de faire découvrir aux gens, parce que ça changera forcément leur façon de vivre et de voir la vie. Exactement, c'est un très joli mezzé, voilà, de ce que tu as expérimenté et de ton chemin. Merci infiniment. En tout cas, Véronique Jeannot, d'être venue faire un tour dans Métamorphose pour avec plaisir. Tes inspirations, tes apprentissages, ta joie, évidemment, qu'on retrouve, tes coups de gueule aussi dans cet ouvrage. Je rappelle son titre, Le présent est mon refuge, qui est publié chez XO Éditions. Merci beaucoup, Véronique. Mais avec grand plaisir. Il y a dans le ciel qui s'éteint des images et des refrains, toutes les mémoires des mamans qui berçaient leur enfant. Liu linke mein Vergele, Liu linke mein Kind. Dans tout le rêve, elles ont laissé un parfum d'éternité. Dans tout le rêve, elles ont laissé un parfum d'éternité. Pour leur petit prince, elles ont chanté les plus doux mots d'amour inventés, sans jamais se laisser d'enlacer. Elles n'ont fait qu'aimer. Liu linke mein Vergele, Liu linke mein Kind. Dans tout le rêve, elles ont laissé un parfum d'éternité. Dans tout le rêve, elles ont laissé un parfum d'éternité. Elles ont défié tous les orages, redessiné pour eux les nuages, glissé doucement entre les pages les plus beaux messages. Liu linke mein Vergele, Liu linke mein Kind. Dans tout le rêve, elles ont laissé un parfum d'éternité.
vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.